Au cours de mon existence, j'ai eu l'occasion d'expérimenter de nombreux rythmes de vie. Un rythme à 1000 à l'heure, où l'instinct et les décisions rapides dominaient et où mon cœur battait la chamade. Et puis un rythme où j'ai dû réduire et maîtriser ma fréquence cardiaque pour atteindre mes objectifs sportifs. De la prise en charge d'un cœur d'enfant à ma préparation pour faire l'escalade d'une très haute montagne, je vais donc vous faire part de ces deux passions qui ont modulé le rythme de ma vie. Je suis une Landaise, modeste, pas très brillante, mais qui est déterminée et pragmatique dans tout ce qu'elle entreprend. Une scolarité, tout ce qu'il y a de plus banal, mais surtout marquée par du sport, du vélo, de la course à pied, en note sprint l'été, et l'hiver du handball. Mon père et mon frère étaient dans l'armée de l'air, mon frère avait 17 ans de plus que moi, et prestige de l'uniforme oblige, j'avais décidé que je serais pilote de chasse. Deux écueils. Le premier, je suis une femme. Et dans l'armée de l'air, à l'époque, alors qu'aux États-Unis, il y avait des femmes, en France, il n'y en avait pas. Et le deuxième, c'est que mon niveau en mathématiques était quand même plutôt au ras des pâquerettes. Cependant, j'ai quand même eu la chance de pouvoir voler sur un avion de chasse de l'armée de l'air, un Alpha Jet à Cazaux dans les Landes, une expérience incroyable et qui m'a permis surtout de ne pas regretter de ne pas être pilote de chasse. En effet, c'est un métier excessivement physique. Vous ressortez lessivé de l'avion et on comprend qu'à 40 ans, tous ces pilotes sont obligés de décrocher. Donc, mon bac en poche, il allait bien falloir que je me décide à trouver un job pour gagner ma vie. Comme toujours, je vais au cinéma et cet été-là, je suis allée voir un film américain tiré d'un livre qui s'appelait « Femmes de médecin » de Frank Slaughter, où un des protagonistes avait reçu une balle dans le cœur. Comme toujours, les Américains filment sur le vif, en direct. La caméra survole le bloc opératoire, on voit le cœur qui bat, la machine qui va remplacer le cœur et le cœur qui s'arrête, le chirurgien qui fait une incision, qui rentre le doigt dans le cœur et qui sort la balle. Mais c'est bien sûr, c'est ça que je vais faire, chirurgien cardiaque. Alors bien sûr, 6 années d'études, après un premier concours d'entrée, mais ce n'est pas avec ça que vous allez être chirurgien, il faut passer l'internat. L'internat, un sacré concours, 40 élus pour 800 prétendants. Pour ceux qui ont l'occasion de passer des concours, vous comprendrez effectivement qu'on ait ses battements cardiaques le jour du concours quand on vous donne les sujets à traiter. Donc, je suis partie, une fois le bac en poche, l'internat en poche, pardon, dans le service du professeur Francis Fontan. Francis Fontan est un chirurgien cardiaque pédiatrique mondialement connu, puisque une intervention porte son nom. Et le jour du choix, le président de l'internat de l'époque a dit « Regardez-la bien, parce que dans 6 mois, vous ne la verrez plus ». Je laisse à chacun interpréter la douceur de cette phrase. Les relations avec le professeur Fontan ont été un peu difficiles, parce que je pense que c'était 2 caractères qui s'affrontent. Déjà, externe, dans son service, j'avais écrit une lettre comme quoi on n'avait rien appris chez lui. Donc, au bout de 6 mois, un petit peu houleux quand même, je me suis dit que je ne ferais plus jamais chirurgie cardiaque. Eh bien, c'était pas le cas parce qu'il y avait, je ne dis pas de l'autre côté de la rue, mais de l'autre côté du couloir du bloc opératoire, un autre service de chirurgie cardiaque où finalement j'ai été accueillie à bras ouverts et où j'ai fait toute mon expérience et j'ai appris mon métier. Je compare souvent un chirurgien cardiaque à un pilote d'aéronaval. Quand vous vous posez sur un porte-avions, vous pouvez vous poser n'importe où dans le monde. Quand vous savez faire de la chirurgie cardiaque pédiatrique, vous pouvez opérer tous les cœurs d'adultes. Par contre, l'inverse est beaucoup plus périlleux. J'ai été nommée, après un autre concours, praticien hospitalier et j'ai aidé mon chef de service jusqu'en 1993 et ce jusqu'en 2015
où à ce moment-là, j'ai assumé pleinement la responsabilité de cette chirurgie. Que vous dire de plus sur cette facette? Que la chirurgie cardiaque pédiatrique est une chirurgie extrêmement exigeante, difficile, prenante, avec des histoires belles, mais des histoires aussi dramatiques. Il faut savoir que nous avons la vie et la mort entre les mains. Lorsque les battements du cœur s'arrêtent, la vie s'arrête. Le cœur, c'est le moteur, et nous avons ce pouvoir d'arrêter les cœurs, de les réparer et de les faire repartir. 3 petites histoires pour étayer cette vie de chirurgien. Il a 6 ans. C'est un blondinet hyper sympathique. On lui fait une correction chirurgicale sur la voie pulmonaire, c'est-à-dire l'artère qui va du ventricule droit au poumon pour oxygéner le cœur. La réparation se passe bien, on est tous très contents. Et le lendemain matin, on arrive, coup de bambou. En fait, le gamin était ce qu'on appelle en mydriase bilatérale, en coma dépassé, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionnait plus du tout, alors que le cœur battait toujours. Les parents étaient absolument admirables, puisqu'ils ont donné l'autorisation qu'il y ait le prélèvement des organes, de reins et de foie. Et nous, on était confrontés à un problème, et on n'aime pas les problèmes sans solution, parce que ces problèmes peuvent se répéter. Nous avons donc rejoint l'équipe de transplantation cardiaque, de transplantation de prélèvement d'organes, et nous sommes allés examiner le cœur. Et effectivement, on a compris le problème. Il y avait une communication entre les oreillettes, entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Quand on répare un cœur, on l'ouvre et il y a de l'air qui rentre à l'intérieur. Une fois refermé, on s'assure d'avoir la meilleure purge, qu'il n'y ait plus d'air. Malheureusement, 2 ou 3 d'entre elles, bulles d'air, se sont trappées au niveau des ventricules, sont parties à travers la communication et sont parties au cerveau et ont détruit le cerveau. Un deuxième exemple qui aurait pu être tout aussi dramatique, mais qui finalement a fini de façon sympathique, c'est une dame qu'on réopère pour la 3e fois, la chirurgie est compliquée, et donc on va assister le cœur avec cette fameuse machine circulation extracorporelle, et que pour que le sang circule dans ces tuyaux sans coaguler, on utilise de l'héparine. Et lorsque l'héparine n'a plus à jouer son rôle, on utilise un autre produit pour neutraliser et récupérer une coagulation normale qu'on appelle la protamine. Je dis au chef de clinique, on verra tout à l'heure avec la protamine si on doit rajouter des points pour ne pas que ça saigne. Et là, l'interne anesthésie entend protamine et sans rien dire à personne, injecte le produit. Dans les 20 secondes qui ont suivi, l'oxygénateur s'est bouché, plein de caillots, et la circulation s'est arrêtée. Un froid glacial tombe sur toute l'équipe. Qu'à cela ne tienne, dans la pièce à côté, il y a une machine qui tourne 24 heures sur 24 pour, lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, qu'on puisse éventuellement l'utiliser. Nous avons donc pu changer en moins de 3 minutes les 2 machines, et nous avons récupéré une circulation, et nous avons récupéré des battements cardiaques, et finalement, la malade aujourd'hui va bien. Le 3e petit exemple, je dis petit, vous allez voir pourquoi, est quand même très sympathique. Elle est au 5e mois de grossesse. Et là, les échos fétales de contrôle découvrent une masse intracardiaque, enfin, au niveau cardiaque. Ils arrivent, gynécologues et obstétriciens, à amener cette patiente jusqu'au 7e mois. Elle arrive au bloc opératoire, dans une des salles, on fait la césarienne. Enfin, les spécialistes font la césarienne. Un petit bébé d'1,7 kg sort et on l'amène directement dans la salle opératoire d'à côté. Il est techniqué, il est préparé, et là, j'ouvre le sternum pour traiter cette tumeur. Ah, l'horreur. Mais c'est tout petit, c'est la taille d'un abricot, à 1,7 kg, et l'aorte, elle est comme mon petit doigt. Mais comment mettre toutes nos machineries? Heureusement, la nature, cette fois-ci, a été sympathique. La tumeur était extracardiaque, il a suffi d'un coup de ciseau, il a suffi d'un petit peu d'hémostase, et aujourd'hui, c'est un gamin d'une 10aine d'années qui est en pleine forme. C'est dans ces moments-là que l'on doit retrouver les qualités d'un chirurgien cardiaque, c'est-à-dire la rapidité de décision, la rapidité d'action, le geste précis, mais avant toute chose, un calme olympique, olympien, comme vous voulez. C'est-à-dire que si le capitaine du bateau s'affole, toute l'équipe s'affole,
Et donc là, il faut rester d'une zénitude absolue. C'est comme ça que l'on arrive effectivement à faire du bon boulot. Je dis toujours qu'entre chacun de nous, il existe un inné et un acquis. L'acquis, ce sont ces années et ces années que l'on passe à côté de nos aînés et qui nous transmettent leur expérience. Et l'inné, c'est ce que l'on a en chacun de nous, c'est cet instinct, ce sixième sens, ce feeling qui nous fait prendre la bonne décision au bon moment. Ces deux vertus, ces deux valeurs, j'ai toujours essayé pendant mon exercice de le transmettre aux plus jeunes, ce qu'on appelle le compagnonnage. On n'apprend pas dans les livres, on n'apprend pas dans les congrès, on apprend sur le tas. Et vous êtes heureux le jour où l'élève dépasse le maître. C'est ainsi qu'on va faire progresser notre discipline. En 2003, je vais basculer dans un monde complètement à l'opposé de la chirurgie cardiaque qu'on appelle la très haute montagne. On pourrait raconter un petit peu cette histoire selon les 3 tomes de Frison Roche. Frison Roche qui a écrit en 1942, premier de cordée, premier tome, le deuxième tome, La Grande Crevasse, le troisième tome, Retour à la montagne. Premier de cordée. Ce matin-là, traînait un catalogue de Alibert Trekking dont la couverture représentait le massif du Mont Blanc. Comme j'étais un petit peu lasse de toutes mes activités sportives, je me suis dit, mais qu'à cela ne tienne, je vais peut-être en faire l'escalade. Et c'est parti comme ça. Le premier sommet, 2800 mètres à peu près, c'est le pic du Midi d'Ossau, c'est le pic emblématique de la vallée du même nom dans les Pyrénées-Atlantiques. Le pic que j'ai fait avec un guide qui s'appelle Fred Chose, et avec qui, depuis, j'ai dû faire au moins une 50aine de sommets, l'accordé, le guide et son client, sa cliente. Par la suite, j'ai fait le Mont Blanc, presque 5000 mètres. Et puis, j'ai fait le Kilimandjaro pour mon anniversaire, presque 6000 mètres. Et puis, je suis partie là-bas au fin fond de la cordillère des Andes pour faire la Concagua, presque 7000 mètres. Et alors, bien sûr, il faut faire un 8000. Et qu'à cela ne tienne, je ferai l'Everest. Mais pourquoi l'Everest, direz-vous? Eh bien, là aussi, encore des lectures. Maurice Herzog. Maurice Herzog a fait partie de cette équipe qui a vaincu le premier 8000, Annapurna, premier 8000. Et je ne comprenais pas qu'on puisse monter là-haut et revenir avec des doigts gelés qu'on est obligé d'amputer, autant les mains que les pieds. Et son deuxième livre, ça s'appelle Les grandes aventures himalayennes, et il rapportait son expérience au niveau de l'Everest. Et l'Everest, les photos, c'était des colonnes de Sherpas, habillés de 3 fois rien, parfois même pieds nus, et qui portaient d'énormes caisses pour que toute l'expédition puisse aller au sommet de la montagne. Et je me suis dit, mais c'est là-bas que je vais aller voir ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'en 2007, je suis arrivée à 8650, qui est le sommet du sud, qui est du côté népalais. Et c'est grâce à Pasang, le Sherpa, qui m'a quand même beaucoup aidé pour arriver là-haut. Les Sherpas sont un peuple extraordinaire, de générosité, de gentillesse. Pourtant, là-bas, il n'y a rien. Ils ne marchent qu'avec les pieds. Ils ne marchent pas avec les vélos, les voitures, etc. On est vraiment dans la vraie vie. Et donc, en 2010, va s'écrire le deuxième volume, La Grande Crevasse. La Grande Crevasse, c'est failli être celle dans laquelle j'aurais pu tomber. Cette année-là, nous partons à la face nord, côté tibétain. Nous sommes 9 alpinistes, aucun n'ira au sommet. Un d'entre eux a fait un œdème cérébral sévère. Il a failli y rester. Et moi, j'ai fait une phlébite bilatérale, embolie pulmonaire, une thrombose de la veine centrale de la rétine. Bref, je suis descendue de la montagne à dos de Sherpa. Je suis arrivée au camp de base, la poitrine en sang. Si la sagesse a été présente à la première ascension, elle ne l'a pas été à la deuxième. D'ailleurs, à la première ascension, à 8650, vous auriez pu me dire, mais pourquoi ne pas avoir fait les 200 derniers mètres? Il faut savoir que la montagne, elle est très exigeante à ce niveau. Si vous n'arrivez pas à une heure précise, à une zone précise, tôt ou tard accumulé, vous allez le payer là-haut. Il y en a quelques-uns qui ont persisté à monter et qui ne sont plus là pour en parler. Alors pour la deuxième expédition, que s'est-il passé? Eh bien là, nous n'avons pas respecté les paliers. C'est un peu comme en plongée sous-marine. Vous devez monter 400 mètres tous les jours, pas plus. Or, nous avons fait 1000 mètres en 2 jours.
Et donc le mal des montagnes, le mal aigu des montagnes est arrivé, maux de tête, céphalées, vomissements, bref. Et à ce moment-là, on a dit plus jamais ça. Mais voilà, 10 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, on va écrire le 3e tome, Retour à la montagne. En début d'année, Marc Battard, qui est ce qu'on a appelé le sprinter de l'Everest, c'est un garçon, ancien guide de haute montagne, qui a gravi l'Everest, camp de base sommet aller-retour, en 22 heures sans oxygène. Moi, je suis arrivée à 8650 mètres en 4 jours. Donc, on se rappelle au mois de mai, et je lui demande des nouvelles. Et il me dit, mais est-ce que ça te dit de venir? Et que croyez-vous que j'ai répondu? Mais bien sûr. Et donc, me voilà reparti actuellement dans cette grande aventure. C'est une expédition qui ne sera pas commerciale, mais qui risque d'être très médiatisée. C'est une expédition tout à fait différente. Comme on dit, j'ai changé les gants pour les crampons. L'idée, c'est une préparation physique, une préparation alimentaire et surtout une préparation mentale. Il faut absolument maîtriser ce mental qui vous pompe une énergie folle. Alors, on peut utiliser l'auto-hypnose, la méditation, la respiration en cohérence cardiaque. Bref, c'est très important de canaliser son énergie pour arriver en haut. Et je me suis dit que pour une fois, ce ne sera pas mon ascension, mais ce sera l'ascension du cœur des hommes et surtout du cœur de mécénat chirurgie cardiaque. J'irai planter le drapeau de mécénat chirurgie cardiaque tout là-haut. Mécénat a été créé en 1983 par Francine Leca, ici présente. Francine Leca, première femme chirurgien cardiaque, dont l'idée était d'opérer des enfants atteints de pathologie cardiaque dans des pays complètement démunis de structures sanitaires dignes de ce nom. Et donc, pendant des années, elle s'est occupée de ses enfants et elle aussi, la retraite étant arrivée, elle a dispatché ces petits gamins sur l'ensemble du territoire français, dans 9 centres, dont celui de Bordeaux. Et donc j'ai pu participer à cette grande œuvre humanitaire. Et donc aujourd'hui, pour remercier Francine, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'affection, j'irai porter très haut les couleurs de mécénat chirurgie cardiaque. La route va être longue, difficile, mais la destination est merveilleuse. Vous l'avez donc compris, entre la chirurgie cardiaque et la montagne, 2 mondes qui s'opposent. La chirurgie cardiaque, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Tout est cadré, bien défini, même les risques sont calculés, on essaye de tout maîtriser. J'ai donc été dans cette hyper maîtrise du geste, toujours à 100 à l'heure. Mais actuellement, j'en suis dans l'opposé, dans le contraire, la montagne. La montagne, c'est l'éloge de la lenteur, c'est l'éloge du lâcher-prise, c'est l'éloge de l'adaptabilité, c'est l'éloge de la patience. Et le risque, vous les connaissez, mais vous ne pouvez pas les prévoir. Pour une fois, l'homme propose, mais c'est la nature qui dispose. Et que ce soit la montagne comme la chirurgie cardiaque, ce sont quand même 2 choses qui accélèrent en permanence les battements de notre cœur. Et donc, tout là-haut, au sommet, quel que soit le sommet, le corps va enfin se taire et le cœur va parler à son âme. Namasté.